Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Emeline Ball. Donc je suis paysagiste conseil et je me suis spécialisée depuis une dizaine d'années sur toutes les questions de biodiversité en espace vert, zéro pesticide et puis, dernièrement vu le climat, qui est en train de changer, sur tout ce qui est adaptation aussi au changement, climatique dans les espaces verts. Donc comme le disait Chloé, j'interviens aussi comme formatrice, pour le CNFPT depuis une huitaine d'années à peu près et donc j'anime régulièrement des formations, sur le zéro phyto, dans les cimetières, donc globalement, hein, et donc on aborde forcément aussi la question de l'enherbement. Alors je vais tout de suite spolier un petit peu le reste de mon exposé. À mon sens, l'enherbement, c'est la seule et véritable solution quand on passe en zéro phyto. Je vous expliquerai, pourquoi, au fur et à mesure du déroulé. Pour commencer, avant vraiment de parler de techniques d'enherbement, je voulais parler de quelques prérequis qui me semblent indispensables. Quand on cherche à changer un cimetière, on va avoir affaire à certains écueils, des riverains qui ne seront pas forcément partants. Des fois, ce sont des élus qui sont réticents, des fois, ce sont les agents qui sont réticents. Donc, il faut vraiment essayer de garder l'esprit ouvert, de se dire que non, un cimetière minéral, ça n'est pas plus propre. Moi, je lutte un petit peu contre les termes de propre et de sale en espace vert. La végétation n'est pas sale, les cailloux ne sont pas propres et vice-versa. Donc, on peut très bien passer d'un cimetière qui est entièrement minéral à un cimetière qui est végétalisé. Alors, je dis bien végétalisé et pas que enherbé, parce que certes, il y a l'enherbement des allées, mais il y a aussi d'autres aspects sur lesquels on peut travailler, les entretombes, les tombes abandonnées, etc. Autre point que je remarque depuis des années que j'anime cette formation, c'est que l'enherbement des cimetières a un très gros avantage du point de vue des agents, c'est que ça améliore leur confort de travail. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. J'ai souvent vu des personnes qui étaient obligées de désherber un cimetière à la binette. Quand on fait ça, qu'on arrive à un bout du cimetière et qu'il faut déjà recommencer au début, c'est franchement pas très valorisant, pas très gratifiant, et ça peut aussi engendrer des troubles musculo-squelettiques. Et puis le dernier point qui me paraît très important, surtout vu les dernières années qu'on a connues, c'est que l'enherbement des cimetières va participer à la réduction des îlots de chaleur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut percevoir, hein, et c'est aussi un atout, encore un, de cet enherbement. Et là, en illustration, vous avez un panneau qui se trouve devant un cimetière qui est tout près de chez moi, la commune de Lapoutroie. Alors le panneau est très grand, il y a beaucoup de texte, mais moi c'est surtout la phrase en haut qui me plaît énormément et je trouve qu'en fait elle résume très bien l'enherbement et le changement des cimetières. Laissons la nature redonner vie à ce lieu de mémoire et de recueillement. Voilà, je trouve ça très doux, très poétique, et c'est vrai que la végétalisation, l'enherbement d'un cimetière, ça change aussi la perception de l'espace et c'est plus accueillant pour les familles. Autre point qui me paraît très très important, c'est de sortir de cette habitude que l'on a quand on passe au zéro phyto ou qu'on y est déjà depuis quelques années, de se dire qu'on lutte contre la végétation. Moi, je dis toujours à mes stagiaires, il faut faire avec plutôt que lutter contre. Là, c'est pareil, on change aussi de vision, de représentation mentale, et on accompagne la végétation, alors soit de la végétation spontanée, soit de la végétation qu'on a choisie, qu'on a semée. On accompagne cette végétation au lieu d'être tout le temps dans le côté négatif de lutter, d'arracher, de vouloir que rien ne pousse. Donc là, on a de nouveau aussi un changement sur la vision du travail, hein, qui est effectué par les agents. C'est plus valorisant de se voir jardinier que de se voir arracheur de mauvaises herbes. Sachant qu'à mon sens, il n'y a pas de mauvaises herbes, sauf la renouée du Japon et ses consoeurs plantes exotiques envahissantes. Donc ça, c'est très important. Faire avec plutôt que lutter contre, mais il ne faut pas non plus chercher à obtenir dans un cimetière un gazon façon green de golf. Ça, c'est complètement utopique. Déjà, un green de golf, ça demande un travail absolument phénoménal. Donc, c'est pas ce qu'on pourra obtenir dans un cimetière. Par contre, il faut chercher à avoir un couvert végétal homogène, avec pas forcément que des graminées, mais disons une espèce de tapis de couverture verte, dans laquelle, du coup, les adventices, ce qu'on appelle communément mauvaises herbes, au final passeront inaperçus. On aura du vert sur du vert et ça se passera très bien. En fait, ce que je remarque, moi, dans les espaces verts et tous ces changements zéro phyto, c'est que ce que les gens attendent et ce que les gens aiment, c'est l'homogénéité. Ce qu'ils aiment pas, c'est quand il y a un effet patchwork ou qu'il y a des plantes qui sont hautes, d'autres qui sont basses et qu'au final, les espaces verts ne sont pas lisibles.
Donc les avantages de l'enherbement, on en a déjà abordé, quelques-uns, donc la valorisation du travail des agents. Un aspect esthétique, qui est nettement moins froid et qui, ça j'en suis convaincue, est aussi, plus accueillant et plus apaisant pour les familles qui viennent se recueillir. Un autre effet dont vous avez peut-être déjà parlé dans les webinaires précédents, c'est que l'enherbement va permettre la stabilisation des sols. Souvent les élus, les agents ont la crainte inverse, mais en fait pas du tout. Imaginez le système racinaire des végétaux, en fait, hein, qui va venir passer entre les gravillons et qui va permettre de stabiliser tout ça. Donc, quand on a des sols qui sont pas très stables, où on peut avoir un petit peu d'enfoncement quand on marche dessus, dites-vous que la végétation va aider au contraire à stabiliser un peu le tout. Les îlots de chaleur, on en a parlé juste avant. Et puis, à partir du moment où on enherbe, et encore plus quand on végétalise, on peut transformer son cimetière en véritable zone refuge pour la biodiversité. Donc, il peut même servir aussi de corridor écologique, hein, c'est-à-dire de permettre la circulation de certaines espèces d'insectes, d'oiseaux, de petits mammifères, par exemple, d'une zone de votre commune vers une autre. Si entre les deux, on a quelque chose de très minéral, de très urbain, le cimetière peut être ce petit corridor vert. Et puis, dernier avantage, j'en ai sans doute oublié d'autres, hein, c'est la filtration des eaux de pluie et la captation aussi des eaux de pluie, puisque les végétaux qui seront sur le sol de votre cimetière vont absorber une partie des eaux de ruissellement et participer à leur dépollution. Pour enherber un cimetière, je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas de recette miracle parce que chaque cimetière est unique, au sens où chaque cimetière est un écosystème à part entière. Chacun a un profil pédoclimatique spécifique, c'est-à-dire un type de sol et un climat particulier. Chacun a une, voire plusieurs expositions différentes. Vous avez peut-être un cimetière qui est très ombragé, une autre partie qui est très ensoleillée. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte dans notre réflexion, hein, d'enherbement. Et puis chaque cimetière a aussi une utilisation spécifique, hein. Vous avez peut-être peu de personnes qui s'y rendent ou au contraire une forte fréquentation assez régulière. Tous ces paramètres-là vont jouer sur le résultat de votre enherbement. La première question à se poser, c'est déjà, est-ce qu'on part sur un enherbement choisi, c'est-à-dire on sème quelque chose, ou est-ce qu'on part sur un enherbement spontané? Les deux sont possibles, les deux ont des avantages et les deux ont des inconvénients. En tout cas, pour l'enherbement, l'idée c'est vraiment de simplifier l'entretien pour vos agents, ou en tout cas de le rendre plus agréable, hein, de réduire les zones minéralisées du cimetière, de réduire les problèmes de ravinement, favoriser l'infiltration de l'eau, ça on l'a évoqué justement, idem pour la biodiversité, mais c'est aussi via l'enherbement que vous allez pouvoir rendre la végétation spontanée, les adventices, hein, plus acceptables parce qu'elles seront noyées dans du verre. Je vous prends pour exemple, si vous avez une tache de pourpier en plein milieu du cimetière en plein été, quand il fait bien chaud, puisque c'est là que le pourpier se développe, ça va attirer le regard des personnes. Si au contraire votre pourpier se développe dans une allée enherbée, eh ben, on n'aura plus cette tache de verre au milieu de quelque chose de minéral et au final le pourpier passera quasiment inaperçu, en tout cas pour la majorité des visiteurs. La difficulté de l'enherbement, c'est la phase de transition, c'est-à-dire vous partez d'un cimetière minéral et vous allez vers l'enherbé. Ça va pas se faire du jour au lendemain, donc il y aura peut-être des périodes, une assez courte période, où le cimetière sera un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Il sera entre deux, entre le minéral, entre le végétal. Et là, du coup, on a de nouveau cette perte de lisibilité dont je vous parlais. Les gens vont pas forcément comprendre vers où vous allez. Ils vont peut-être avoir l'impression que votre enherbement ne fonctionne pas, que ça part pas comme il faut. Donc c'est là il faut rester droit dans ses bottes et être convaincu. Et aussi et surtout communiquer. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. Communiquer avec des panneaux, avec des articles dans le bulletin communal pour expliquer votre démarche et pourquoi vous le faites. Donc, dans les différentes méthodes qui sont possibles pour enherber, vous avez le semi-manuel, donc semis qui va se faire à la main, le semi-mécanique avec un semoir, l'hydroseeding, donc ça c'est un semis par projection hydraulique, je vais le détailler juste un peu après, l'hydromulching, qui est aussi une technique très, très particulière, et puis enfin le plaquage. Donc là je vais vous parler des unes et des autres, alors pas forcément dans cet ordre-là. Là sur la photo vous avez une session d'hydromulching à Épinal, donc c'est la commune d'Épinal. Si on compare rapidement les avantages et les inconvénients des différentes techniques, alors elles ont toutes des avantages, toutes des inconvénients. Le semi-manuel, c'est ce qui coûte le moins cher.
cher, c'est assez rapide à mettre en place. Par contre, on va avoir souvent une levée des graines qui est pas forcément homogène sur toutes les parties qu'on a semées. Un risque aussi d'érosion si on a des fortes pluies, mais après ça dépend aussi, est-ce que votre cimetière est plutôt plat, est-ce qu'il est en pente? Donc il faudra déjà faire un faux semis avant de semer votre gazon et très probablement faire des regarnissages par la suite. Mais ça, c'est de l'entretien courant hein, pour un gazon. C'est-à-dire, dès qu'on a un petit trou, un endroit où ça n'a pas bien levé, on va ressemer rapidement. Le semis mécanique, c'est assez rapide et c'est plus facile et surtout c'est beaucoup plus régulier, mais on va retrouver un petit peu les mêmes inconvénients qu'avec le semis manuel, hein. Il faut faire un faux semis aussi, enfin en tout cas c'est très très vivement conseillé. Ça va bloquer certaines zones du cimetière, enfin il faudra essayer d'éviter d'y accéder pour laisser les semis pousser correctement. Et tout ce qui est semi-hydraulique, donc là, on n'a pas besoin de préparation du sol. On a quelque chose de très homogène, mais le gros moins, c'est le coût de ces techniques-là et les résultats qui ne sont pas forcément probants. Je vous avoue que je n'ai pas connu beaucoup de communes qui l'avaient fait, mais je vous parlerai tout à l'heure d'une qui a essayé, justement la ville d'Épinal, qui n'a pas forcément été très satisfaite. Alors la question qu'on me pose systématiquement pendant les formations ou quand je rencontre des élus ou des agents, c'est est-ce que je dois décaisser mon cimetière ou pas? La réponse est ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du type de sol que vous avez, quelle est l'épaisseur de gravillon, de marne que vous avez dessus? Est-ce que votre sol est portant ou pas? Est-ce qu'il est perméable? Est-ce que vous avez de la pente? Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de recette à appliquer sur l'ensemble des cimetières. Et ce que je vous conseillerais de toute façon, j'en reparlerai aussi plus tard, c'est de faire des tests. Avant d'évacuer les gravillons ou le substrat que vous avez, essayez de semer directement dessus, regardez ce que ça donne. Ça vous enlèvera peut-être énormément de travail par la suite. Dans certains cas, il peut être nécessaire de rajouter quelque chose. Ça peut être par exemple un mélange terre-pierre qui va permettre de garder là une bonne portance et une bonne perméabilité aussi du sol. Ça, en tout cas, c'est vraiment à voir au cas par cas. Est-ce que vous avez des petits effondrements sous certaines sépultures? Il faut vraiment réfléchir à ça et tester. Alors, un petit zoom sur les deux méthodes, on va dire, les plus techniques. Donc, l'hydroseeding, ça, c'est une méthode qui consiste à semer par projection hydraulique directement sur des surfaces. Donc en fait, les graines sont dans un mélange d'eau avec éventuellement de l'engrais et puis des liants qui vont permettre de faire cette projection et que les semences collent un petit peu sur le substrat. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant là, sur la photo. Alors c'est rapide, on est normalement assez homogène, mais comme je vous disais, le principal frein, c'est le... Et on peut faire plus simple et ça marche tout aussi bien. La deuxième technique, donc, qui est très, très proche, c'est ce qu'on appelle l'hydromulching. Donc, la différence avec l'hydroseeding, c'est qu'on va ajouter aux semences, à l'eau et aux fertilisants un fixateur et ce qu'on appelle de l'hydromulch. Donc, ce sont une espèce de pâte de cellulose végétale hein, qui va permettre, comme vous le voyez là, on voit bien la couche grisâtre, là, ça va permettre d'appliquer cette pâte sur le revêtement et de fixer les graines directement au niveau du sol. Donc, c'est une protection contre le ravinement. Alors ça, c'est conseillé par certaines entreprises. J'ai eu pas mal de communes qui m'ont dit qu'elles s'étaient renseignées. Elles ont tout abandonné pour une question très simple, c'est le coût faramineux auquel ça leur revenait. Et donc, comme je vous disais, la commune d'Épinal, qui avait choisi cette technique pour un de ses cimetières, donc c'est le cimetière parc, a été très contente au début parce que ça a très bien levé. Par contre, dans la durée, elle a été très déçue et ils ont fini par refaire du semi-manuel sur tous les endroits où ça n'avait pas bien pris. Et ils n'ont pas réitéré du coup l'expérience sur leurs autres cimetières. Voilà, ça c'est des quelques photos donc du cimetière, le fameux cimetière parc à Épinal, donc pendant l'application. Et puis la photo de droite, elle était prise pas trop longtemps après l'hydromulching, donc le résultat était encore pas trop mauvais. Mais vous voyez quand même qu'il y a des endroits où ça n'a pas très bien pris non plus, hein. Autre possibilité, alors qui est très impressionnante, celle-ci, c'est le gazon de plaquage. Alors ça, c'est quelque chose. Je ne connais qu'un seul cimetière qui ait fait ça, et c'est vrai que l'effet est quand même très spectaculaire. Par contre, là, vous imaginez bien que ça nécessite une très grosse préparation du sol. Il faut évacuer le maximum de gravillons pour essayer de se rapprocher du sol en place. Il faut dérouler, bien évidemment, le gazon. Derrière, il va falloir arroser pendant quelques semaines, le temps que le gazon puisse développer ses racines
dans le sol qui se trouve en dessous. Donc il y a beaucoup de main-d'œuvre, de l'entretien quand même au début, en suivi d'arrosage. Donc le coût de revient est très élevé. Alors quelqu'un vous en parlera beaucoup mieux que moi, c'est Madame Josette Prime, qui est adjointe au maire de la commune de Quatsenheim. Je vais vous montrer des photos de cette commune juste après, enfin du cimetière. Voilà, visiblement vous l'aurez dans un des différents webinaires, donc je ne vais pas vous en dire plus et je laisse un petit peu le suspense. Mais je vous montre quand même le résultat. Donc ça, c'est des photos que j'avais prises 2 ou 3 jours après la fin des travaux. Le verre n'a pas été retouché, hein. C'était vraiment le verre du gazon. Donc là, il était absolument splendide. Et j'avoue que je n'y croyais pas. Je me suis dit, ça va pas prendre correctement. Le sol est trop compact en dessous. Et donc, j'y suis repassée 1 an après, puisqu'à l'époque, j'habitais dans un des villages à côté. Alors, pour expliquer la différence de couleur, on sortait d'une période de sécheresse, hein, de plus de 2 mois sans une pluie. Là, il y avait juste eu quelques gouttes la semaine précédente, donc le gazon commençait à reverdir. Mais j'ai été quand même très impressionnée parce qu'en fait, ça a très très bien tenu. Donc le résultat est tout à fait satisfaisant, même très satisfaisant, je trouve. Et malgré les sécheresses encore qui ont suivi les années après, il est toujours visiblement en bon état. Ensuite, donc, vous avez la possibilité de l'enherbement spontané. Donc là, le coût est très faible, c'est certain, puisqu'on laisse la végétation se développer toute seule. Hein, donc les graines qui sont en place germent et on vient juste les tondre au fur et à mesure. Ce qui me gêne un petit peu dans cette technique, c'est que certes, les plantes qui vont se développer sont celles qui sont adaptées au sol en place. Donc ça, c'est quelque chose de très avantageux. Par contre, on peut avoir un effet patchwork. Vous pouvez avoir des nuances de couleurs assez étranges et pas forcément très jolies. Des fois, vous pouvez avoir aussi des plantes exotiques envahissantes qui se mettent à germer. Donc ça, faudra quand même faire un suivi et les arracher. Ça peut être long à se mettre en place. J'ai déjà vu des cimetières où ça faisait 2-3 ans qu'ils laissaient la végétation se développer et on n'avait toujours pas un résultat très homogène. Donc il y a vraiment un risque que les usagers n'apprécient pas du tout cette phase de transition qui est assez longue, voire même un risque de retour en arrière. Ça arrive, hein, c'est-à-dire des communes qui étaient parties sur cette option-là et puis qui finalement font machine arrière parce que ça ne va pas. C'est notamment le cas de la commune dont vous voyez les photos ici. Donc c'est la commune de Staffelfelden, c'est dans le Haut-Rhin. Il y a quelques années, j'avais eu un de ses agents en formation zéro phyto dans les cimetières qui m'avait dit, nous, on est en train de faire de l'enherbement spontané. Donc, on avait été voir. Alors, il y a des endroits où c'était déjà un petit peu homogène, comme la deuxième photo en partant de la gauche. Alors, c'était encore pas très dense, mais enfin, on voyait quand même que ça se développait. D'autres zones, par contre, c'était beaucoup plus mi-figue, mi-raisin. Au final, le maire a décidé d'arrêter et de tout redésherber parce qu'il avait des retours qui n'étaient pas très positifs. Bon, ceci dit, des retours pas positifs quand on enherbe, il y en a toujours. Autre exemple, la commune d'Ammertswiller. Donc ça, c'est aussi de l'enherbement spontané. Et c'est là, en fait, qu'on voit bien ce que j'appelle l'effet patchwork. Vous voyez sur les photos, il y a des zones où la végétation qui se développe est plutôt vert foncé. Il y en a d'autres où elle a un petit peu séché, jauni. Donc ça, c'est les graminées. On a des trous à certains endroits, on voit encore le substrat minéral. Bref, on est dans quelque chose de pas très lisible, quoi. On voit pas trop où on va. Est-ce qu'on est en train d'enherber? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le temps d'entretenir comme il faut? Et ça, je pense que c'est le genre de choses auxquelles il faut être vraiment très, très vigilant parce que ça peut provoquer des levées de boucliers. Bon, là, en l'occurrence, dans cette commune, visiblement, ça se passait bien, les gens ne râlaient pas. Je trouve ça surprenant, mais pourquoi pas. Un autre exemple, c'est le cimetière de l'Est à Metz. Donc là, l'enherbement a toujours été là, hein, puisque c'est un cimetière qui est très ancien et qui est classé au monument historique. Donc la ville n'a pas le droit d'y toucher, elle ne peut pas désherber. Et je vous ai juste mis en bas à droite une photo d'une allée dans la partie contemporaine. Alors il faut savoir que la ville de Metz avait enherbé ce cimetière et a fait machine arrière. Donc vous voyez la différence entre des allées qui sont enherbées, qui sont homogènes, et puis en dessous une allée qui était enherbée, qui a été redésherbée, et au final on a des taches comme ça de végétation. Je vous laisse le soin de décider quelle photo vous plaît le mieux, l'enherbement ou l'allée désenherbée. Donc si vous voulez faire cette fois un semi-simple, ce que j'appelle moi un semi-direct, donc éventuellement
mais c'est pas une nécessité. Il faudra peut-être exporter ce qu'on appelle les graviers roulants, c'est-à-dire tout ce qui part un petit peu sous les pieds ou sous les roues des véhicules. Ça veut dire que vous avez peut-être une couche trop épaisse de gravier et que peut-être votre semis ne prendra pas correctement. Mais comme je vous disais, avant d'enlever les graviers, testez. Regardez est-ce que ça prend ou est-ce que ça prend pas. Si ça se trouve, ça se passera très bien sans enlever quoi que ce soit. Donc, si vous exportez des graviers, il faudra griffer un petit peu superficiellement le sol, seulement sur quelques centimètres, hein, pour casser un petit peu la croûte très compacte qui s'est formée et permettre après aux racines de la passer, de la perforer. Éventuellement, apporter du substrat, mais c'est pas non plus une obligation. Faire un faux semis, ça c'est vivement recommandé. Donc, un faux semis, c'est quoi? On va laisser lever la banque de graines qui se trouve dans le sol et derrière, soit on passe un coup de griffe, soit on passe le désherbeur thermique pour détruire les jeunes. Ensuite, on sème, on dame et si nécessaire, on arrose, mais la plupart du temps, on ne le fait pas. Si c'est un semis qui est fait par exemple juste après la Toussaint, ou dès le mois de mars, normalement, il fait suffisamment humide et on n'a pas besoin de sortir les arroseurs. Alors, voici quelques exemples de cimetières en semi-direct. Alors ici, vous avez le cimetière Saint-Gall à Strasbourg, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est le plus beau cimetière de la ville. Donc là, tout est enherbé maintenant, y compris les tours de tombe, hein. Au départ, ils avaient laissé 10 centimètres. Maintenant, ils se sont dit, on enherbe tout. Ici, vous avez le cimetière de Colmar. Alors, enherbé partout aussi, les tours de tombe. Et alors, eux, ils ne s'embêtent pas, hein, pour gérer les entretombes. Ils passent un coup de débroussailleuse et s'il y a des projections d'herbe sur les sépultures, c'est aux familles de nettoyer. Ils ne passent même pas le souffleur. Alors là, j'étais très étonnée. Et en fait, les familles ont fini par accepter, hein. Et vous voyez que même la zone jardin du souvenir est végétalisée aussi, hein. C'est la photo qui se trouve en haut à droite. Le cimetière d'Épinal, donc l'autre dont je vous parlais, qui lui est aussi en semi-direct, avec un petit ajout de mélange terre-pierre. Là, c'est une photo du cimetière de Versailles, avant-après, que vous puissiez voir aussi un petit peu la différence que ça peut faire. Et puis, pour ceux qui ont des cimetières en pente et qui seraient tentés de me dire qu'en pente, c'est pas possible d'enherber, voilà des photos que j'ai prises pendant mes vacances à Haute-Luce en Savoie. Alors, plus pentu, je crois que c'est difficile à faire. C'est enherbé, ça ne peut pas être tondu, donc les agents font tout à la débroussailleuse. Et ça se passe très bien. Alors pour les mélanges de semences, là, il faut vraiment partir sur des mélanges de graminées à pousse lente. Alors attention, quand on vous dit que vous n'aurez à attendre que 3 fois par an, j'y crois pas tellement, sauf si on a une grosse sécheresse. Mais en tout cas, voilà, prenez des mélanges spécifiques, hein, qui sont adaptés aux terrains difficiles, à la sécheresse, au piétinement. Et je vous conseille aussi vivement de choisir des mélanges qui comprennent des vivaces à port rampant. Alors le plus connu, c'est le trèfle blanc, vous l'avez probablement déjà évoqué, mais on trouve des mélanges aussi avec d'autres choses, par exemple de la luzerne lupuline, ce qu'on appelle des plantes piétinables, pardon, donc le thym serpolé. C'est des plantes qui sont souvent aussi allélopathiques, ça veut dire qu'elles sécrètent des substances qui empêchent les autres autour de se développer, donc comme ça elles colonisent petit à petit. Et je passe rapidement là sur cette diapo-là, donc là vous avez un petit panel, notamment la photo en bas à gauche, c'est la piloselle. Ça, c'est une plante qu'on retrouve très fréquemment dans les cimetières, qui tient extrêmement bien et qui va petit à petit se développer. Donc, si vous choisissez des mélanges avec toutes ces plantes-là, vous êtes assuré que vous en aurez qui se tiendront correctement. Et c'est aussi un moyen d'éviter le côté jaune cramé en période de sécheresse qu'auront les graminées, hein, c'est normal, ça c'est pas un souci. Mais si vous mélangez avec du trèfle, du thym, de la piloselle ou même de la pâquerette, vous garderez quand même un aspect vert qui sera beaucoup plus intéressant pour les usagers. Et puis juste un petit zoom sur un semencier. Alors je n'ai pas d'action chez eux, mais ils font du très bon travail. C'est le semencier Nungesser qui se trouve en Alsace, qui propose différents mélanges pour les cimetières, donc avec des graminées à développement lent et aussi des fleurs sauvages. Donc eux, ils travaillent vraiment sur de la semence de plantes sauvages. Ils vont les récolter, ils les mettent en culture et ils les intègrent dans leur mélange. Donc on a vraiment des choses très très résistantes. Là, c'est un autre mélange, Sedamix cimetière. Donc on trouve voilà aussi un mix, mais un petit peu différent. Donc c'est tous des plantes à port très très tapissants et qui vont pouvoir se substituer. La préparation, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Donc le décaissement n'est pas forcément obligatoire. Si on en fait un, ce sera sur à peu près 5 cm, hein, c'est pas la peine de faire plus. Apport de terre si nécessaire. Par contre, faites très attention si vous faites un apport de terre, de ne pas prendre de la terre végétale qui vient des champs, parce que très souvent, vous avez beaucoup de graines dedans. Elle peut être parfois aussi très argileuse, et là, ça va être l'horreur pour la suite.
Donc toujours garder un substrat avec beaucoup de pierres ou de gravillons, quelque chose qui soit résistant au piétinement, et filtrant. Voilà, juste un petit zoom sur le matériel que vous pouvez utiliser juste pour décrouter, hein, en surface, donc rabot mécanique, binose mécanique ou cercleuse électrique, ça peut être suffisant. Et puis je finis donc sur les autres espaces, donc entre tombes et pieds de mur, et je vais aller très très vite puisqu'on pourra l'aborder une autre fois. Donc dans les intertombes, vous pouvez utiliser des plantes vivaces. Donc l'idéal, c'est d'en mixer 3, de faire des tests aussi, pour qu'en fait vous ayez une couverture et plus besoin d'intervenir au bout de 2-3 ans. On peut faire des semis, mais c'est souvent les micromotes qui donnent les meilleurs résultats. Bon, là, vous avez quelques exemples, hein, de l'aquilée, de l'origan, et puis ici encore d'autres variétés. Géranium macrorhizome, Nepeta mucini, les stachys, que j'aime énormément, notamment le silver carpet, hein, qui est tout petit. Voilà, donc on peut faire énormément de choses et vraiment végétaliser son cimetière de façon beaucoup plus globale et en allant bien au-delà encore de l'enherbement. Mais l'enherbement reste quand même la base. Et puis pour les pieds de mur, un simple petit semis d'écholdia par exemple, comme vous avez au milieu, ou des alices maritimes, ça peut permettre déjà d'avoir quelque chose de très fleuri, de très joli, pour quasiment rien en termes d'investissement financier et très peu d'entretien par la suite. Voilà, donc mot de la fin, expérimenter, ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Fonctionnez peut-être par zone test pour voir qu'est-ce qui fonctionne chez vous. Et puis si vous voyez que ça marche pas, ben, vous réadaptez, vous changez de mélange de semences, vous changez de plante vivace jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Je pense que c'est vraiment la façon la plus sereine d'avancer dans cette démarche. Et ça vous permet aussi de faire tous les travaux, vous, en interne, sans forcément faire appel à des prestataires.